Bonjour tout le monde, ici Sébastien pour un 5e épisode du Seb Show dédié à la saison 36 de Survivor Ghost Island. Trois petites choses qu'on va discuter brièvement aujourd'hui, petite vidéo par rapport à ces éléments-là. La première chose, on peut pas passer à côté, la redistribution des équipes. On a eu l'occasion dans le fond de voir vraiment le changement de joueurs d'équipe entre les Naviti et les Malolo. Mais cette dynamique-là avait pas fonctionné pour le show, pour créer un spectacle, on pourrait dire, digne de ce nom. Ben, on a quand même eu des beaux moments, mais je crois que la production à ce moment-là avait vraiment l'impression que les Malolo d'origine étaient en train de se faire exterminer complètement par les Naviti. Et donc, une twist qui pouvait être intéressante sur papier, c'était de créer une troisième équipe avec les deux équipes d'origine. Donc, de jouer les statistiques que fort probablement au moins une des trois tribus allait avoir les Malolo en supériorité numérique, on pourrait dire. Donc, il y aurait plus de joueurs de la tribu d'origine des Malolo que des Naviti. Ça n'a pas marché. Donc, les twists cette année par rapport à changer les joueurs de place, essayer je pourrais dire de créer une sorte de balance pour voir c'est quoi qui va se passer de ce côté-là, n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Donc, ils ont quand même créé la troisième tribu qui est Yanuya. Est-ce que cette twist-là va permettre à peut-être réussir quelque chose plus tard? Peut-être. Il y a toujours une possibilité. Il y a toujours, je pense, surtout du côté de Dominique, il y a toujours cette probabilité que Dominique twist le jeu de la façon que le joueur est monté. On l'a encore vu dans cet épisode-ci. C'est un joueur central par rapport à la saison. C'est le joueur dans lequel probablement que tous les éléments stratégiques vont être entre ses mains. S'il y a des choses à être provoquées, ça va être lui qui va les provoquer. Du moins, c'est comme ça qu'il l'amène en tant que joueur. Peut-être que ce ne sera pas ça. Peut-être qu'ils vont nous surprendre et qu'il va être éliminé tôt dans le jeu, mais ça serait vraiment surprenant. Son histoire est trop développée. Alors, bref, pour ce qui est de diviser en trois équipes, c'était surprenant, c'était intéressant, mais ça n'a pas donné le résultat escompté. J'ai parlé un peu de la twist comme dans le Survivor All-Star qu'il y avait eu, c'est-à-dire que quand il avait décidé de switcher les équipes et que finalement la majorité des joueurs se sont trouvés avec la même équipe, à l'exception d'Amber. Donc, ça a été un peu une twist qu'on pourrait dire qui a raté sa cible de redonner une chance aux Malolo de reprendre le contrôle du jeu. Ben, pas nécessairement de reprendre le contrôle du jeu, mais au moins de ne pas se faire exterminer. Parce que là, ils sont en train de se faire laver, mais laver assez intense. Fait que la twist était bonne. Elle n'a pas donné le résultat qui aurait permis, je pourrais dire, aux équipes de se rééquilibrer de façon plus naturelle. Deuxième chose qui m'a surpris un peu dans cet épisode-là, c'est qu'il n'y avait pas de Ghost Island. On n'a pas eu de twist de la Ghost Island. Et on dirait que cette saison-ci, jusqu'à maintenant, les twists n'ont pas bien fonctionné ou ont été mal utilisés. Je vais toujours revenir à mon premier Seb Show sur cette saison-ci, où ce que je disais que la twist de Ghost Island elle semblait super bonne. Si elle était bien exploitée, si on était capable de l'amener d'une façon intelligente. Et le premier épisode a réussi à faire ça dans une certaine mesure. Mais après ça, cette twist-là est comme morte. C'est une twist qui est... On ne sait pas trop s'il y en a. Vous avez eu Killian qui a refusé de jouer au jeu. Jeu que je trouve idiot, on s'entend là. Si tu vas sur le Ghost Island, tu devrais avoir automatiquement la twist entre les mains et tu devrais normalement avoir une twist. Fait au moins, tu propages les twists at large et donc tu donnes une chance vraiment
intéressante à tous les joueurs de peut-être provoquer quelque chose. Là, c'est comme du random, beaucoup. Les joueurs auraient plus de stratégie par rapport au fait de qui ont choisi à envoyer sur le Ghost Island, pourquoi. Évidemment, là, il n'y a comme jamais d'unanimité dans une tribu. Donc, ça enlève ce côté-là que c'est de la chance pour choisir qui va y aller. Ensuite de ça, c'est de la chance rendue sur place pour savoir est-ce que la personne va avoir une twist. Et ensuite, il y a de la chance à sélectionner le bon baril. Fait que bref, il faut que tu passes 3 stades de chance pour peut-être avoir une twist entre les mains qui va peut-être t'aider dans le jeu. Peut-être même pas. Fait que, à date, déçu du Ghost Island, je sais pas si ça va vraiment grimper en termes de show, on pourrait dire, de ce que ça va provoquer plus tard. Peut-être que ça va devenir une twist de la mort. Présentement, puis en plus, dernier épisode qu'il n'y en a même pas eu, ça fait en sorte que c'est comme une twist secondaire alors que ça devait être le thème central de la saison. Bizarre. Je sais pas, c'est comme spécial un peu. Je sais pas si il avait vraiment en tête exactement ce qu'il allait emmener par rapport à cette twist-là. Comme je dis, ça va peut-être popper, ça va peut-être s'améliorer. Présentement, premier épisode, ça a bien été. Puis après ça, c'est comme on s'en est foutu un petit peu. Il n'y a pas eu rien qui a été provoqué avec le Ghost Island. C'est juste ça. Alors que tu as eu des twists dans le passé. On pense à Exile Island. On peut penser à Redemption Island. N'importe quel twist, les avantages, les immunités cachées, toutes des twists qui ont vraiment forgé le jeu, qui ont donné l'image que le jeu est aujourd'hui. Cette twist-là est banale jusqu'à maintenant en comparaison de certaines autres twists qui ont été amenés dans d'autres saisons. Donc, Ghost Island décevante, twist décevante jusqu'à maintenant. Troisième point que je voulais emmener, c'est l'élimination. On a vu James se faire éliminer à la fin de l'épisode. L'élimination de James, c'était pas ultra surprenante. Elle l'était dans un certain degré. On s'attendait que peut-être Angela vote pour le garder, vu tout ce qu'il a traversé, vu qu'elle n'est pas proche des Naviti. Ça aurait pu être quelque chose d'intéressant de ce côté-là pour elle à provoquer. Mais Michael non plus n'a pas voté pour James. Dans le fond, il a voté contre lui. Donc, pourquoi? Pourquoi Angela et Michael ont choisi d'éliminer James au final? Je veux dire, logiquement, il y avait une probabilité que Angela chiffre son vote. On s'entend, là. Il y avait une probabilité de ce niveau-là. Donc, Michael voter contre James, c'était complètement idiot. Ça donnait l'avantage aux deux autres qui veulent éliminer Michael de toute façon. Donc, pourquoi Michael a fait ça? James était surpris de son élimination. Donc, c'est pas comme si Angela avait averti les deux gars à l'avance de dire « Écoutez, finalement, je vote avec les deux filles. On sait pas pour lequel de vous deux que vous allez voter. » Là, à ce moment-là, j'aurais compris le vote de Michael. J'aurais dit « Ben oui, Michael, il a voté pour James parce que quelque part, c'est comme lui ou James qui part. » Tu sais, c'est comme logique, tu sais. Mais c'était pas le cas non plus. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond derrière ce vote-là? Et là, c'est la question qui me turlupine un peu depuis une semaine. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, Angela a promis quelque chose à Michael pour voter contre James? Est-ce que les deux autres filles ont promis quelque chose à Michael pour voter James out? C'est quelque chose que j'envisage un peu comme si les filles avaient peut-être affirmé le vote en se disant, ben écoute, on n'est pas sûr avec Angela, ils sont peut-être allés voir Michael et dire, ben écoute, si tu votes James, on va voter Angela avant toi. Peut-être que c'est quelque chose qui a été mis en balance. Malgré tout, c'était un gros gamble à faire. Au final, James avait peut-être plus tant sa place là. Il avait échoué quand même un gros challenge précédemment. Donc, le fait de se faire voter, et c'était pas un joueur qu'on s'attendait à avoir loin dans le jeu. Je veux dire, son histoire était assez
quelconque si on compare à d'autres joueurs comme Dominic ou même comme Chris. Mais ça reste le vote de fin. Voir Angela Michael voter contre James, Angela, ok, elle a décidé de switcher une invitée, mais Michael qui est vraiment en désavantage, et je comprends que il a l'air à quand même bien jouer la game, parce que pour un joueur qui physiquement est dangereux, il réussit à se faufiler, là. Il réussit, malgré que c'est lui qui a emmené les twists, des immunités, qui a essayé de mentir, tricher à date par rapport à son immunité en disant que c'était 2 immunités en même temps. Et en étant une menace physique, il réussit quand même à s'en sortir. Donc, il y a un côté jeu en arrière que peut-être on est moins conscient ou on a moins vu, mais définitivement, le gars, il fait quelque chose de bon en arrière pour réussir à s'en sortir de même, là. Il y a bien des joueurs qui se seraient fait éliminer avant avec la façon dont il a joué jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est surprenant. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller avec l'histoire de Michael. Michael a l'air d'être un gros joueur, un joueur qui va se rendre loin. J'y donnerais pas la victoire, par contre. De la façon dont son personnage est monté, il a vraiment l'air trop d'un joueur qui va avoir des faiblesses à long terme. Je le vois vraiment être un joueur qui va se faire éliminer comme 4e à la fin, mettons, dans le top 4, dans le top 5. Le genre de joueur qui fait comme « Ah! » Il est pas assez proche de l'avoir. Un peu comme Devon l'année passée dans la 35e saison de Survivor. Il me donne ce feeling-là. Le genre de joueur qui va se battre, mais qui réussira pas à se rendre à la fin. Mais de pas trop loin. Ça, à date, là, c'est comme ça qu'on le voit. Donc, peut-être le dernier de cette tribu aussi. Ça peut être une possibilité. Il va peut-être être éliminé 6e, 7e, mais être le dernier Malolo, toujours vivant de cette tribu. Puis, il va prendre les hits pour cette tribu, parce que cette tribu est en train de se faire décimer complètement. Jusqu'à maintenant. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu encore des joueurs très, très cocky. Jamais bon dans Survivor. Quand c'est cocky et non pas cocky drôle ou cocky stratégique, puis que c'est vraiment de l'arrogance énorme, comme Chris. Chris est un exemple parfait de tout ça. Comment quelque part il se prend pour un autre, il parle toujours de lui. C'est le genre de joueur qui va se faire blindsider normalement, qui verra pas venir le coup arriver et qui va se faire planter ben raide. Évidemment, hypothétiquement parlant, avec toute la trame narrative autour de Dominic et Chris, je verrais très bien Dominic blindsider Chris full pin, peut-être avec une idole, peut-être avec un avantage, peut-être avec on sait pas quoi, mais que Dominic réussisse à avoir la peau de Chris avant que Chris ait la peau de Dominic. Moi, c'est comme ça que c'est le feeling que ça me donne. Donc, plusieurs joueurs ont joué comme ça. Un joueur qui n'a pas joué comme ça, et que c'était intéressant à voir parce que son histoire a l'air à se développer tranquillement, pas vite. Il a l'air à bien s'acclimater dans toutes les situations, et c'est Wendell. Wendell qui est arrivé, puis qu'il a approché Sébastien pour le fait qu'il avait gardé son collier. Puis là, Sébastien, c'est comme « Ah mon Dieu, ben, je peux faire confiance à ce gars-là, c'est un bon gars. » Wendell a l'air, présentement, du bon gars. Il est proche de Dominic, mais capable de travailler avec Chris. Il a fait des choses bien avec Sébastien, il se met pas personne à dos. Wendell est le genre de joueur qui va se faufiler, on pourrait dire. Qui peut se faufiler facilement à la fin, et rendu à la fin, être le joueur qui remporte. Wendell a ce genre ben pas nécessairement underdog. Wendell n'est pas un underdog, c'est plus Dominic que ce rôle-là. Mais un peu plus le genre de joueur neutre, qui est quand même brillant, qui est conscient de la game qu'il joue, mais qui fait pas rien d'exceptionnel en arrière. Mettons, si on prend un exemple, on a eu comme Vecepia dans la 4e saison de Survivor, qui avait gagné avec sensiblement une sorte de mentalité comme ça, de juste se faufiler, pas faire trop de vagues. Donc, c'est sûr que c'est moins spectaculaire, mais c'est plus crédible. Un joueur qui, lui, a quand même de la facilité à s'exprimer,
Il a de la facilité à emmener ses choses, à faire de la stratégie et à se faire apprécier. Donc, à la fin, il peut très bien dire, écoutez, moi, j'ai jamais été contre personne, être toujours en alliance avec tout le monde. Comme exemple, si son amitié avec Dominique reste, je verrais très bien Dominique emmener Wendell jusque dans les 2 derniers ou dans les 3 derniers et Wendell battre Dominique. Ça pourrait être très logique en arrière de ça. Donc, Wendell a surveillé. On voit que son histoire est un peu plus spéciale que les autres. En tout cas, il n'y a pas eu de négatif par rapport à Wendell jusqu'à maintenant. Et c'est pas un joueur qu'on oublie. On nous pop toujours à chaque épisode un petit quelque chose sur Wendell. On a eu l'épisode où l'alliance avec Dominique, qu'il aime bien Dominique. Là, le dernier épisode, le fait qu'il y avait le collier avec Sébastien. Il y a eu toujours des petites choses avec Wendell, pas grosses, mais qu'il faut comme, OK, le joueur, il est là. Faut pas l'oublier. Là. C'est un joueur qui est là. Jamais arrogant, jamais au-dessus de ses affaires. Image très positive pour un joueur de Survivor. Fait que Wendell a surveillé. Je le verrais très bien se rendre dans les 3 derniers. Peut-être pas gagner. Ça dépend toujours du speech qu'il va faire. Qu'on le veuille ou non, à la fin, c'est un peu ça. C'est la façon dont tu as joué puis le speech que tu es capable de donner avec ça. Mais ça peut être un joueur qui soit très, très dangereux pour gagner. Parce que si les gens continuent à l'apprécier de cette façon-là, puis qu'ils conservent toujours cette façon de ne pas avoir de sang sur les mains, on pourrait dire, en éliminant des joueurs ou en blindsidant des joueurs, à la fin, ça peut y amener un certain vote de sympathie. Ça se peut. C'est dur à dire, dépendamment de la saison, quel genre de joueur peut gagner. C'est sûr que, je vais prendre un exemple, Dominique, le problème, c'est que ça peut être un joueur très abrasif qui va jouer probablement très fort. Il y a certaines saisons que c'est payant de jouer fort. On a eu des gagnants qui ont joué extrêmement fort. On peut penser à Rob Mariano, la 4e fois quand il a joué. On peut penser aussi à Tony, qui avait joué un jeu très intense, de blindside, backstab. Mais de l'autre côté, de l'autre spec, on peut penser à Russell Hens, qui a joué des jeux extraordinaires, mais que le monde était frustré contre lui rendu à la fin. Parvati est un exemple aussi, quand elle a été à Heroes contre Villain. Elle avait joué une très bonne game, mais les gens préféraient ne pas lui donner parce qu'elle avait été trop sale dans sa game. Fait que je pense qu'il faut garder ça en tête. Présentement, vu que tout le monde est très arrogant, coquille, je pense que ça va faire un jury qui risque d'être frustré. Parce que c'est des gros égos. Les gros égos ne voudront pas donner le prix, ou en tout cas ont des chances de ne pas vouloir donner le prix à un joueur comme Dominique, entre autres. Parce que Dominique risque de les blindsider puis de lui rire d'en face. C'est un peu ça. Là. C'est ce qui risque d'arriver à un moment donné, que Dominique risque de shifter la game. Du moins, il a l'air, sa trame d'histoire a l'air à l'amener vers ce rôle-là. Ça sera peut-être pas ça, mais ça a l'air à l'amener vers ce rôle-là. Alors, un joueur comme Wendell, sur le côté, qui est très positif, qui est apprécié, ben, un joueur coquille va peut-être dire « Ah, mais finalement, Wendell, il a été correct. » T'sais. Quelqu'un comme Sébastien, entre autres. Quelqu'un comme Chris qui s'est rapproché de Wendell. On voit que Wendell se rapproche des joueurs plus coquilles, des joueurs un peu plus, je pourrais dire, dangereux, mais d'une façon intelligente. Alors que Dominique, c'est complètement l'inverse. Dominique, il est un peu avec Bradley, mais on le sait que Bradley ne se rendra jamais à la fin. Bradley, il est destiné à perdre d'une façon extraordinaire. Là. Il va se faire blindsider, il va se faire poignarder dans le dos, il va avoir de quoi avec Bradley, ça c'est sûr. Pour la satisfaction du téléspectateur, Bradley va se faire éliminer, ça c'est sûr. Fait que je pense que ça fait le tour un petit peu. Finalement, la vidéo a quand même duré un bon moment. Fait que, écoutez, n'oubliez pas, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, abonner à Facebook, Twitter, vous êtes les bienvenus. Ça va nous faire plaisir de vous rassembler dans le Seb Show. Vous êtes nombreux à faire partie du Seb Show présentement, autant sur Twitch que sur YouTube. Donc, on agrandit la famille tout le temps. Et sinon, ben on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode sur Survivor. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous autres. Bye bye.